Bonsoir. Ces derniers mois, nous avons entendu parler du Venezuela avec l'intervention des États-Unis en janvier et l'arrestation de Nicolás Maduro, qui était président depuis la mort de Hugo Chavez en mars 2013. Le Venezuela, pour certains, ça a été une magnifique destination touristique, parce que le Venezuela, c'est les Andes, la, la forêt amazonienne et l'immense côte sur les Caraïbes. Le Venezuela, c'est aussi la deuxième réserve mondiale de pétrole. Mais aussi dans les actualités, on a entendu ces dernières années que plus ou moins, selon les chiffres, 7 millions de Vénézuéliens avaient quitté leur pays depuis une dizaine d'années. On pourrait donc aborder le Venezuela de multiples façons, mais aujourd'hui, nous allons faire ni de la géographie, ni de l'histoire, ni de la géopolitique. On va s'intéresser à la vie d'un couple vénézuélien et ils vont nous raconter leur histoire. Pour la compréhension, on va travailler avec Louis qui nous fait la traduction. Donc, je laisse traduire à ses parents l'introduction et après, nous continuons. Oui, merci María Agnès. Lo que ella decía era que los últimos meses se ha escuchado mucho hablar de la intervención de Venezuela en enero por el gobierno de los Estados Unidos que atrapó a Nicolás Maduro, quien fue el presidente después de la muerte de Chávez en el 2003. Y que muchos conocen a Venezuela como un gran destino turístico que tiene una diversidad natural excepcional, desde los Andes a las playas, al Amazonas, y sabemos también que tienen muchísimas riquezas petroleras, pero que además ha sufrido una crisis de inmigración donde más de 7 millones de personas han salido del país en los últimos 10 años, en un país de 30 millones de personas. Pero que hoy la idea no es tanto hablar del país en general, pero sobre todo hablar de la vida de una pareja de venezolanos que llegaron a Francia hace 2 años, bueno, que son ustedes. Entonces esa fue la introducción que María Agnès hizo. Donc, nous accueillons ce soir Maria Pulgar de Diaz et Euclides Diaz. Vous viviez au Venezuela, vous étiez dans le nord, sur la côte Caraïbe, à Ponto Firo. Il y a 2 ans, vous avez dû quitter le Venezuela et vous êtes venu donc à Paris, en France, quitter le Venezuela parce qu'il fallait le quitter. Louis, votre fils y habite depuis déjà 12 ans. Louis, tu étais venu en France pour ta thèse de doctorat. Donc, je vais vous laisser vous présenter et nous raconter comment, à un moment donné dans la vie, on est obligé de quitter son pays et de changer de continent. Okay, hace 2 años ustedes salieron de Venezuela y ella lo que en un primer tiempo lo que quiere es que les expliquen, que se introduzcan un poco ustedes, quiénes son y de dónde vienen y cómo terminan aquí. Pero un poco la introducción de quiénes son ustedes primero. Hola, yo soy María Pulgar de Díaz y él, mi esposo Euclides Díaz, papi, ponte un poquito. Euclides Díaz está un poquito enfermito, por eso que no habla mucho y yo voy a hablar por ver. Bueno, sí, tenemos 2 años aquí en Francia. Inicialmente vinimos para conocer al nieto menor, Leonardo. Y hubo un día que tanto Luis como Jesús nos dicen, ¿qué opinan de quedarse con nosotros? Y no lo pensamos, dijimos que sí, precisamente por lo que ya habían comentado, la situación en Venezuela, la parte política se mezcló con la parte económica, con la parte existencial, y bueno. Decidimos quedarnos porque aquí estaba tanto Luis Gerardo con los niños y Cristina, como Jesús Gabriel, que es con el que vivimos actualmente aquí en Le Mans. Ok. Alors, oui, effectivement, il y a 2 ans qu'ils ont arrivé en France. Tout d'abord, car
on les a fait venir pour connaître son troisième petit enfant, mon fils Leonardo. Il venait de naître. Ils sont arrivés au pays le même jour de sa naissance. Ça, c'était la principale raison de laquelle ils ont quitté le pays. Et au bout de quelques semaines, moi et mon frère, Jesus, on parle avec eux, on dit qu'est-ce que vous en pensez si, à la place de retourner, vous restez ici en France. On avait déjà réfléchi à la figure de l'asile politique et sans doute, sans y réfléchir, sans beaucoup d'efforts, c'est pas sans effort, mais en tout cas, sans doute, assez rapidement, ils ont décidé d'y rester, pris en compte de toute la situation au Venezuela, au-delà de la situation politique et économique, c'était aussi une situation existentielle. Donc, ils décident de rester à côté de ses deux enfants, donc moi et mon frère, et ma famille, Christine, et mes enfants, dont ses petits-enfants. Euh, voilà, c'est principalement pour ça qu'ils décident d'y rester. Mais donc, quand vous prenez cette décision de rester, on peut imaginer que vous aviez une vie au Venezuela, vous aviez sans doute un travail, une maison. Comment, à un moment donné, on bascule et comment surtout on peut vivre cette déchirure d'avoir une vie quand même assez longue déjà passée dans un pays et recommencer ici. Alors, c'est le moment où ça commence à devenir dur. Ok, donc ella dice, ok, tomaron la decisión rápido, pero ustedes en Venezuela tuvieron una vida larga, tenían una casa, tenían trabajos. Eh, ¿Cómo hace uno para vivir esa ruptura uh, de un momento a otro? Sí, efectivamente, teníamos toda una vida. Nosotros tenemos más de 60 años. Este, Teníamos prohibido trabajar. eh, nosotros fuimos en el año 2002. Yo trabajaba en la industria petrolera como personal fijo y mi esposo como personal contratado. Pero como no estábamos acorde con el régimen de Chávez, y fuimos a una huelga nacional, a partir de ese momento nos despidieron de nuestros trabajos a través de una notificación pública, porque fue a través de un periódico. Y a partir de ese momento la vida se fue poniendo un poquito, Cuesta arriba. cada vez un poco más difícil. Unas veces estábamos tranquilos, otras veces estábamos más. Eh, Mi esposo tuvo bastantes problemas porque no lo dejaban trabajar. Cuando descubrían que estábamos más o menos tranquilos, eh, había presión. Hicimos de todo. A pesar de que somos ingenieros, hicimos de todo. Fuimos taxistas, fuimos buhoneros. eh, Mi esposo sabe trabajar en la soldadura. Fuimos obreros, trabajamos de jardinería. eh, Hicimos muchas cosas. Pero lo peor era la inestabilidad emocional que teníamos todo el tiempo porque era solamente pensar, ¿y mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? Eso era constantemente. Las largas Luis, colas. n'oublie pas de nous traduire de temps en temps là, parce que Oui, 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 oui. Mami, te detengo ahí 3 segundos porque ya noté bastantes cosas. Ok, Alors, oui, donc, effectivement, toi, tu dis que
elle dit que c'est effectivement toute une vie. Eux, ils ont plus de 60 ans chacun. Mon père, tout rapidement, il a dit, bon, c'était simple, c'était interdit de travailler pour nous. Et ma mère, elle donne un peu de contexte, elle explique que c'est à partir de 2002, leur vie ont changé assez drastiquement, malgré le fait qu'ils travaillaient tous les deux pour l'industrie du pétrole. Euh, ils étaient tous les deux, ma mère directement salariée à l'industrie du pétrole, mon père à travers des entreprises qui travaillaient pour l'industrie du pétrole, l'industrie du pétrole. En 2002, ils ont participé, ils ont exercé leur droit à une grève nationale, comme des autres, plus de 20 000 personnes de l'industrie qui ont y participé. Et à cause de cette participation, ils ont été virés de leur poste de travail publiquement. Donc, c'était une annonce de presse dont ils ont vu leur nombre apparaître. Donc, de facto, à partir de ce moment-là, ils ont perdu leur travail. Donc, à partir de ce moment-là, leur vie elle change, ça, avec des moments qui ont été plus ou moins tranquilles. D'un point de vue du travail, bon, tous les deux, ils sont des ingénieurs. Euh, Ma mère avec des études complémentaires. Ben, ils sont toutes faits, ils ont fait du taxi, ils ont fait du commerce. Mon père, il sait faire de la soudure, ils ont fait du jardinage, de la maçonnerie, etc. Ils ont vraiment fait beaucoup de choses. Mais chaque fois qu'il y retrouvait ils ont essayé à certaines initiatives d'entreprises privées aussi eux-mêmes pour réaliser des travaux. Mais chaque fois qu'ils retrouvaient une certaine, on va dire, stabilité, ils recevaient beaucoup de pression diverses, externes, pour les empêcher de pouvoir travailler. Ce qui, au fur et à mesure des années, euh, ça devient quelque chose émotionnellement très inestable. Donc, ils arrivent à trouver une petite une logique dans la suite des choses, mais ça a devenu dans les derniers temps de se poser systématiquement, quotidiennement la question, bon, et demain, qu'est-ce que ça sera de demain? Donc ça amène à une instabilité émotionnelle. Et donc, maintenant que vous êtes en France, bah, j'imagine que la situation n'est pas toujours plus facile parce que le rapport au travail, quand on n'a pas la langue, on imagine que c'est bien compliqué. J'imagine aussi qu'émotionnellement, cette instabilité n'est pas la même, ou c'est plutôt d'autres difficultés qui sont là. Donc, à aujourd'hui, comment on peut, à votre âge, j'ai à peu près le même que vous, donc j'imagine, comment on arrive à vivre un quotidien, à construire quelque chose qui ne soit pas simplement une nostalgie des belles années lointaines, mais qui soit une construction aujourd'hui pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Okay. Aunque ahora ya están en Francia. María Agnès destaca que ella simpatiza con ustedes porque tienen más o menos su misma edad. En Francia tienen otra situación. Bueno, ya número uno está la complicación de el trabajo sin dominar la lengua y probablemente hayan otros tipos de inestabilidades que sean diferentes en este nuevo contexto. La pregunta es cómo en el cotidiano ustedes hacen para construir algo diferente eh, y que no sea solamente vivir de una nostalgia de lo que era en el pasado. La nostalgia siempre llega, en especial en las mañanas, pero los tenemos a los hijos al lado, me disculpan,
pero el secreto está en que tenemos a esos tres preciosos niños que nos dan la alegría todos los días, Verlos crecer. verlos crecer, escucharlos hablar con nosotros, emocionarse porque nos ven, estar aquí, por ejemplo, estoy con Jesús y hacerle su desayuno o hacerle sus almuerzos venezolanos o compartir. Es algo curioso, ¿no? Un año antes de venirnos para acá, hicimos un curso de panadería. Mami, dame 3 segundos, te corto ahí y me cuentas la historia de la panadería después. J'ai dû la couper 3 secondes parce elle était en train de faire les liens. Donc, effectivement, bah, la nostalgie, c'est pas une chose qui est effacée. La nostalgie, c'est une chose avec laquelle il vit tous les jours, et spécialement du moment où il se réveille. Du moment du réveil, la nostalgie, elle est là, surtout les matins, elle est présente. La chose qui les aide à surmonter tout ça et à démarrer leur journée, c'est sans doute qu'ils sont proches de tous ces deux enfants. Bah, tout d'abord, elle s'est excusée si elle devient un peu émotive pendant qu'elle parle. Donc, et elle dit que son secret, c'est surtout l'effet qu'ils ont leurs petits-enfants qui sont proches, qui les donnent, qui leur partagent beaucoup de leur joie de vivre. Et les remplit d'émotions, de les voir grandir, de voir comme eux-mêmes ils interagissent entre eux. Euh, et aussi, et eux habitent avec mon frère, donc il a l'occasion une autre, à nouveau d'être sa mère de son fils, donc elles peuvent le préparer ses repas à lui les matins ou à midi ou pour les amis. Donc c'est le rapport avec le reste de la famille, elle fait c'est le pilier qui s'utilise en ce moment. Et là, elle était en train de donner un autre exemple, y yo pense que va a volver a continuar a explicar. Donc, mami, ahora sí ya puedes continuar con el ejemplo que estabas dando del curso de panadería. Bueno, básicamente el año que, en el 2023, que fue cuando nos vinimos, durante ese año, las damas salesianas dictaron un curso de panadería y tanto Euclides como yo lo hicimos poco a poco. em, y aprendimos varias técnicas para hacer panes, para hacer em, diferentes postres tradicionales de Venezuela, como, como los buñuelos, el macarrón, en fin. Claro, a mí, no, a mí me gusta la cocina, me gusta hacer en diciembre, por ejemplo, preparamos las hallacas, hacemos el pan de jamón. Entonces, bueno, fue como, no sé, pero fue como especie de una guía, porque cuando llegamos aquí, los amigos de Luis, por ejemplo, ahí mismo, ah, tu mamá hace pan de jamón, que me haga pan de jamón. Tu mamá va a hacer yaca, ay, que me haga yaca. Y eso me sintió como que Te hizo sentir. me hizo sentir que todavía sirvo, que puedo hacer otras cosas, que ya no puedo hacer la ingeniería, pero ahora sí puedo hacer otras cosas. Y Euclides me acompaña. Ok, déjalo ahí. Elle raconte un exemple. Elle a vécu un peu comme une casualité. Elle dit bon, ils ont arrivé en 2023, mais en 2022, ils avaient démarré un cours de boulangerie et pâtisserie et faite par les, là, je sais pas traduire ça, las damas salesianas,
c'est un groupe de religieuses au Venezuela. Euh, donc c'était un atelier de boulangerie et qu'ils ont fait doucement parce qu'il fallait les moyens pour payer tout ça. Mais ils ont appris à faire beaucoup de choses. Donc oui, bien sûr, du pain, des desserts, des sucreries typiques du pays. Euh, Ma mère, elle a toujours aimé cuisiner, mon père un peu moins, mais il a mis les mains dans la pâte. Donc, tous les deux, ils se sont mis à y faire. À Noël, elle a l'habitude de faire des plats typiques du vénézuélien qui impliquent, entre autres, un énorme pain farci de, de beaucoup de choses. C'est un grand pain. Euh, Elle voit que tout ça, c'était comme une espèce de guide. Oui, parce que du moment qu'ils sont arrivés ici, et c'était aussi l'époque, c'était le mois de décembre, donc c'était l'époque du Noël. Nos amis, à mon frère et à moi, vénézuéliens, qui ont su que mes parents ils arrivaient du Venezuela et qu'ils savaient faire tout ce genre de choses, tout de suite, on demandait absolument de se faire préparer tous ces repas. Et donc, du moment où elle est arrivée au pays, elle s'est, elle s'est sentie encore utile. Donc, et mon père aussi, elle a dit, je me sens utile et il m'accompagne toujours dans ses faire. Donc, je ne sais pas que j'ai quitté le pays et je ne sais à rien. Est-ce qu'elle veut continuer encore un petit peu là-dessus ou est-ce qu'on Oui, passe à voilà, es que quieres continuar con la respuesta o ya terminaste y pueden pasar a la siguiente pregunta. Sí, quería complementar que por la parte de tu papá, por la parte de Euclides, que él se ha sentido útil, porque a él le fascina reparar cosas, arreglar cosas, y cada vez que se necesita una ayuda, él la presta. En un ejemplo, unos venezolanos que no conocíamos, necesitaban que le pintara unas partes de la casa, unas habitaciones, y se puso a la orden y bueno. Eso parecía como que nos conociéramos desde años atrás y hasta le recomendó al señor cómo reparar algo que estaba dañado desde hace tiempo. Bueno, así como otras cosas, pero eso es lo que a él le gusta, este, sentirse útil también en esa parte. Bueno, también me ayuda en la cocina, ¿no? Él es el que pica. Ok, donc excusez-moi, il y a tous ces sens, les sens de se rendre utile, c'est assez important pour tous les deux, mais surtout aussi pour mon père. Euh, Ma mère, elle cuisine. Elle a dit, bon, mais mon père, il est aussi utile dans la cuisine, c'est lui qui s'en occupe de couper tout. C'est pour ça ce qu'elle rigolait. Mais plus honnêtement, ce qui lui fait à lui se sentir plus utile, c'est tout ce qui est lié aux travaux manuels, tout ce qui sont des réparations. Elle donne un parmi multiples exemples qui se sont succédés. Un couple de Vénézuéliens qui ne connaissaient pas du tout, proche de leur ville où ils habitent. Ils les ont demandé de faire des travaux de peinture dans la maison. Mon père, il était ravi d'y pouvoir se rendre utile surtout. Mais à la fin de toutes ces campagnes, ils sont devenus super amis avec de très beaux rapports. Donc, et moi, je peux me permettre de rajouter, ça eux, ils l'ont pas dit, mais et mon frère, il peut y témoigner également que n'importe où ils en arrivent avec ses envies, juste se rendre utile, euh, ils arrivent à établir de très beaux rapports, et de belles amitiés, des gens qui les rappellent, les invitent pour une prochaine fois, non plus comme un salarié ou un sous-traitant, mais, mais comme un frère et une sœur
qui sont toujours bienvenus à n'importe quelle autre maison. Et l'autre aspect qu'on voulait aborder avec vous, si vous voulez bien, c'est donc vous avez sûrement de la famille, des amis qui sont restés au Venezuela. Nous, à distance, on est un peu ébahis de ce pays dans lequel on comprend vraiment pas beaucoup comment tout ça se passe, puisqu'on a la perception que ce pays a été riche, aurait pu être riche. On voit bien que c'est plus le cas. Mais donc, il y a sûrement vos amis, votre famille qui vivent encore là-bas. Comment, pour ceux qui sont restés, on peut avoir toujours une espérance pour soi-même, une espérance aussi économique, j'imagine, pour ceux qui ont une famille, qui ont des enfants. Un petit peu, alors bon, on va pas comprendre tout ce qui peut se passer là-bas en quelques minutes, mais avoir un écho de ceux qui sont restés et comment ils peuvent avoir une vie pleine et une vie avec de l'espérance. Ok, ellos dicen, termino. Ella dice que efectivamente ustedes dejaron muchísimos amigos allá y también familia. Um, Aquí en Francia, Venezuela se ve como un país lejos, se conoce como que era un país en el pasado, que era un país rico, pero que la situación ahora se sabe que es diferente, pero igual no se entiende muy bien. La pregunta es ahora, sobre todo hacia los que se queda, cómo la gente que se quedó allá hoy puede, vive con esperanza, si ustedes pueden dar una especie de eco de, de los que están todavía allá y que yo sé que son personas con los que ustedes continúan a hablar cotidianamente. Entonces, Bueno, sí. Hay algo que a nosotros, yo no sé si la palabra es nos orgullece o nos sentimos, pero es que el venezolano es una persona optimista. Siempre dicen, cónchale, el venezolano está pasando por cosas malas, por cosas feas, y cuando uno le pregunta, ¿cómo está? Excelente, bien, pa'lante, porque así somos, en verdad así somos. Y los que están en Venezuela son personas luchadoras, son personas con mucha esperanza, con mucha fe, que todo tendrá un fin y vamos a renacer. Como el ave fénix, no sé, pero sí vamos a renacer y va a ser más próspera, porque a pesar de estos 26 años, Venezuela es tan rica, su gente es tan maravillosa, que en un 2x3 se va a levantar. eh, Venezuela todavía, su gente es la riqueza más grande, sus playas, sus montañas, sus ganaderías, pero tiene gente buena, como dicen, los buenos somos más. ok, te detengo ahí 3 segundos. Donc, il dit qu'il y a une chose que la rend, que, le, que la rend fière, et c'est plutôt l'optimisme du Vénézuélien. Et c'est pas, elle ne le dit pas banalement, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses objectivement mauvaises qui arrivent, soit au pays, soit aux personnes. Et les gens peuvent être en train de vivre des circonstances vraiment difficiles. Et du moment, et ça, je témoigne, du moment où on nous demande comment vas-tu, notre réponse, c'est systématiquement pa'lante. Ça veut dire on y va, devant, c'est là-bas. Et c'est toujours comme ça. On regarde toujours devant.
Elle dit les Vénézuéliens, ce sont des personnes qui luttent, mais c'est aussi des gens qui ont beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance et surtout beaucoup de foi. Ils savent que tout aura une fin. Ils savent elle est certaine qu'on va renaître. Elle ne sait pas forcément si c'est à partir des cendres, comme un phénix, mais elle sait qu'on va renaître. Elle dit qu'assez rapidement, les pays, il va ressurgir. Et c'est à cause de sa population. Oui, tout au début, tu as parlé de toutes les ressources pétrolières, naturelles, touristiques, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources, ça peut constituer une richesse, mais elle est convaincue de que la richesse de ces pays, c'est pas ces ressources-là, mais c'est sa population, ce sont les gens. C'est la chose la plus grande et la plus riche qu'a les pays. Elle est aussi convaincue que les bonnes personnes, on est majoritaire. Et à aujourd'hui, vous avez facilement des liens avec ceux qui vivent là-bas, vos amis, vos familles. C'est facile de communiquer, d'échanger, de participer à des projets peut-être. Enfin, comment c'est un peu le rapport entre la diaspora hein, dans tous les pays et ceux qui sont encore sur place? Ok, ok. Elle se pose la question si vous maintenez toujours. Ah, pardon. Oh là là. Mami, lo siento. Él se pregunta si ustedes mantienen relaciones todavía con gente que se encuentra en el país. Número uno, de la forma más elemental es que es fácil comunicar con la gente que está todavía en el país. Y en un segundo tiempo es que ustedes tienen la ocasión de continuar a participar en algún proyecto, a implicarse con ellos, ya que ustedes son parte de la diáspora del país. Entonces, es que cómo es su relación cotidiana con la gente que se quedó en el país, sean amigos, estudiantes o familia. Sí, gracias a Dios que tenemos el WhatsApp y por ahí nos comunicamos, nos logramos comunicar. Tenemos chat de familia, tenemos chat de amigos y, y tenemos, bueno, otros amigos que hablamos en privado o hermanos o hermanas que hablamos en privado. Em, no es que hablamos todos los días, pero sí, sí durante la semana. Este, un ejemplo está que hay sobrinos que me llaman para pedirme recetas y yo le doy las instrucciones. O hay un sobrino, José Javier, que él es chef y yo le pido alguna receta y él me va dando cuando tengo los ingredientes completos, él me va dando las instrucciones vía WhatsApp. Euclides, por su lado, con los sobrinos, este, los ha enseñado a través del chat, Y los asesoro. los ha enseñado a soldar, les ha enseñado cómo hacer un buen frise, Cómo hacer los huecos de agua, los pozos de Ok, agua. cómo hacer ok, los pozos de agua. ok. Ah, dame Pero 3 segundos. mantenemos algo vivo, que es la comunicación y es la unión familiar a pesar de que estamos en la distancia y estamos en momentos difíciles. Ok, donc elle dit que bon, grâce à Dieu, il existe WhatsApp, donc et là, vous pouvez être surprise de la quantité de choses qu'ils arrivent à faire. Au-delà des, bien sûr, ils participent à des plusieurs groupes entre des familles et des amis. Ils maintiennent une communication pas forcément quotidienne, mais dans la semaine,
avec des différentes personnes privées de la famille. Donc, ils ne se sont pas écartés de tout leur milieu, au contraire, ils restent attachés à tout ça. Ils n'arrivent pas à communiquer tous les jours, mais au moins, semaine par semaine, ils maintiennent les rapports avec ces gens les gens qui ont resté dans les pays. Elle donne deux exemples bien concrets. Elle, elle, a, elle partage beaucoup de recettes sur WhatsApp. Elle discute beaucoup de cuisine avec des différentes personnes, et particulièrement avec un de mes cousins qui est chef. Donc, c'est plutôt lui qui lui envoie des recettes, elle cherche des ingrédients ici. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes ingrédients d'un endroit à l'autre. Donc, sur plusieurs journées, ils en arrivent à se mettre d'accord sur même du goût à la fin sur les ingrédients et la façon de préparer un plat déterminé. Et mon père, que je trouve qu'il a la tâche plus compliquée parce qu'il il arrive à expliquer au reste de mes cousins comment réaliser les différents travaux de maçonnerie, plomberie, électricité qu'il faisait à la maison, comment souder, comment utiliser une machine à souder, comment faire les travaux sur les murs, comment faire, je sais pas comment ça se dit, un puits d'eau, comment creuser un puits d'eau. Globalement, il s'essaye de maintenir très vivante la communication. Il sait que les moments, ça peut être compliqué, que là, je vous rajoute, juste pour vous donner un peu de contexte, en Venezuela, c'est pas donné du tout que tu ailles soit de l'électricité pour pouvoir charger ton portable, soit du réseau d'Internet pour pouvoir faire tes messages de WhatsApp. Donc, quand ils parlent, parce qu'on communique à travers WhatsApp, c'est parce que ça permet une communication pas instantanée, mais décalée dans les temps. Ça permet aux personnes qui soit n'ont pas de batterie, soit n'ont pas accès à Internet, de pouvoir y répondre dans les moments où ils peuvent avoir l'occasion. C'est, c'est surtout pour ça qu'ils profitent de ce type d'outils. Alors, ce que je vous propose à ceux qui nous écoutent depuis déjà un moment, c'est de pouvoir continuer en posant des questions. Donc, toujours de façon très simple, ceux qui veulent parler, ils ouvrent leur micro et puis ils posent des questions. Et donc, on continue avec le système de la traduction avec Luis. Y que ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas, donde los diferentes participantes van a preguntar lo que ellos quieran, bien libremente, eh, según cada uno. Y yo les voy a continuar a traducir lo que ellos les vayan diciendo. Que je peux poser une question. ¿Cómo? Que je peux poser une question. Oui, oui, vas-y. Il a mon frère qui me pose une question. Parce qu'ils ne sont pas encore parlé de ça. Mais comment vous avez vécu, comment vous êtes en train de vivre l'apprentissage de la langue? ¿Cómo están viviendo ustedes el curso de francés, el aprender un nuevo idioma? ¡Oh, la, la! Divertido. Como dice nuestra nieta Emilia, ¡oh, la, Maracay! Ah, mm, es difícil, ha sido difícil, este, pero, como dicen, ya como que le estamos agarrando el ritmo. Euclides está ahorita en un curso de 8 horas durante toda la semana hasta el mes de julio, porque, y a mí me colocaron, fue tipo online, y me dedico como 4 horas al día y 3 horas en la noche, en la madrugada. Ok. Donc, effectivement, là, je m'arrête. Là, effectivement, il dit que c'est très difficile. Je confirme. Ça a été, c'est très difficile. Mais finalement, ils sont arrivés à un moment où ça y est, ils se sont lancés et ils en apprennent. Ils sont à un bon rythme.
Mon père, actuellement, il est dans un cours qui fait 8 heures chaque jour de français en présentiel. Et ça sera comme ça jusqu'au mois de juillet. Et ma mère, de son côté, elle suit plutôt un cours que c'est à distance, c'est online. Elle dit qu'elle fait 4 heures pendant la journée et 3 heures la nuit quand elle peut pas dormir. Héloïse, tu voulais poser une Oui, question, vas-y. bonjour, bonsoir à tous. Oui, je voulais savoir si, par rapport à ce qu'ils entendent aussi de la famille qui est restée là-bas et les amis, est-ce qu'après cette intervention américaine, est-ce que pour le peuple, il y a quelque chose qui a été changé, disons, qui a changé ou qui... Voilà, je voulais savoir comment est-ce que la chose a été prise et si vraiment il y a quelque chose qui a changé ou empiré pour eux. Voilà. Merci. Luisa les pregunta que de cara a la intervención que hubo en el mes de enero de los gringos, es que algo, ustedes que conocen a la gente que está en el país, algo cambió para la gente que está ahí, algo ha mejorado o algo se ha degradado. Sí se ha sentido, según lo que ellos nos comentan, sí se ha sentido un cambio. Hay cambios positivos, hay cambios negativos. Eh, el dólar allá sigue aumentando, por lo tanto sigue disminuyendo la capacidad de adquisición de alimentos, Poder adquisitivo. el poder adquisitivo. eh, pero sí ha cambiado en la parte de están soltando los presos políticos, han llegado a ciertos acuerdos, ya hay intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos y están dejando entrar medicinas, que era la otra parte que, Escaseaba. que escaseaba. Habían medicinas, pero medicinas que eran harina, por decirlo Es así. dudoso de la India. Venían de dudosa procedencia. Este, pero sí, lo que sí es que la gente se le ve una sonrisa, pero una sonrisa tenue, porque temen alguna represalia todavía con la gente que está en el gobierno, porque se fue Maduro, pero todavía Queda el cuerpo de gobierno. está el resto del gobierno está allí y particularmente nosotros pensamos que Maduro más bien es un títere de los otros que están en el gobierno. Hay otros que son malvados, por no decir otras palabras. Ok. Donc là, elle dit effectivement, il y a des choses qui restent pareilles ou qui se sont un peu dégradées, comme par exemple l'histoire de l'inflation, de l'inflation. Ça continue à grimper toujours. Les, les coûts du dollar, ça continue à monter. Cependant, il y a des choses qui ici sont en train de changer. Euh, il y a bon, bien, une des premières choses qui sont doucement en train de libérer des prisonniers politiques, donc des gens qui n'avaient pas de lieu à être dans une prison. Ils ont déjà démarré des échanges commerciaux avec des autres partenaires comme les États-Unis, donc ce qui amène à l'entrée du pays des médicaments, ce qu'on trouve on trouvait pas forcément avant, ou ceux qui avaient c'était d'une qualité douteuse, en origine douteuse. Et ma mère, elle remarque que tu peux voir effectivement les gens avec une sourire, mais ça continue à être quelque chose de léger, de subtil,
tout simplement parce que d'un jour à l'autre, on ne peut pas effacer la peur. Les gens ils continuent d'avoir peur de ce qui puisse arriver à cause des personnes qui restent toujours au gouvernement. Ils disent oui, ils ont prélevé le président, la tête du pays, Nicolas Maduro, mais ceux qui ont resté, ils ont une réputation d'être des personnes, encore une mauvaise réputation, pire que celle du président. Donc c'est la fait qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre avec de la peur. Marie-Michel, tu avais ouvert ton micro aussi. Oui, je voulais te demander si ils pensent, ils rêvent, ils pensent, ils espèrent retourner au Venezuela et à quelles conditions? Bah, je peux répondre partiellement à cette question. Je vais poser la question d'abord. Je vais répondre partiellement à la question et je les laisse répondre a mis parents aussi. María Michelle se pregunta si ustedes pueden, yo voy a cambiar un poco la pregunta, si ustedes quisieran regresar a Venezuela, porque la pregunta de ella es si ustedes pueden regresar a Venezuela y con qué condiciones. Pero, en fait, Marie-Michel, comme ils ont l'asile politique en France, techniquement, ils peuvent pas retourner au pays. C'est interdit. Mais je pense que ma mère, elle a un complément a cette réponse-là. Donc, mami, yo te dejo completar la respuesta, pero yo le dije, ustedes no pueden regresar estrictamente, Sí, pero sí, por la condición de refugiado no podemos regresar. Así se termine este régimen, no podemos regresar. Este, pero si fuera por nosotros, aunque sea una semanita, aunque sea una semanita, si nos dieran permiso para ver a nuestros hermanos, para ver a nuestros sobrinos, para ver a nuestros sobrinos nietos, ah, para echarme un baño de playa. ok, ok. Donc, effectivement, elle ne peut pas retourner au pays parce qu'il y a toute la situation de l'asile politique, donc c'est interdit. Mais hypothétiquement, s'il existe une possibilité d'avoir une espèce de permission, elle dirait au moins un minimum une petite semaine. Elle dit une petite semaine, ça suffirait pour lui permettre de voir sa famille, ses frères, ses neveux, les enfants de ses neveux, tout le reste de la famille des familles élargies. Ça c'est une chose qu'elle apprécie et une chose qu'elle aimerait bien aussi faire, c'est de faire un bon bain de plage, comme il faut. D'autres questions des uns ou des autres? Alors moi, je vais continuer ma question. Comment est-ce qu'ils peuvent espérer ou qu'est-ce qu'il faut pour que ici, ça devienne un petit peu leur terre, leur demeure, leur pays? Merci por ta question, elle est belle. ¿Cómo, mami, cómo pueden, cómo esperan ustedes hacer que este sitio donde están ahora sea tu nueva tierra? En, en noviembre, en noviembre del 2024, cuando nos dieron el estatus, uno de los que nos entrevistó me dio la mano o nos dio la mano y nos dijo, bienvenidos a Francia, a su nuevo hogar. Y eso me llenó tanto que de paso a mí siempre me gusta leer y cuando llegué aquí empecé a cuál era el himno,
las fiestas que se le celebran aquí nacionales, como involucrarme un poco. Y bueno, ahorita que a pesar de que no hablo bien el francés, tomé la decisión de meterme estoy haciendo el curso de francés en la asociación AFALA y en estos días me invitaron para pertenecer a un grupo de lectura y después me dijeron para hacerles lecturas en español tanto a los niños como a los jóvenes e interactuar con ellos. Y estoy comenzando esta nueva etapa. A partir del martes comienzo esta nueva etapa de mi vida y Euclides no ha hecho mucho, no puede hacer ahorita mucho porque está full time con el curso de francés, pero estamos iniciando una etapa de integración con, con el país. Ok, là, elle dit en novembre 2024, quand ils ont reçu officiellement la nouvelle de l'acceptation des statuts euh, des réfugiés, donc de l'asile politique, la personne qui a fait l'entretien, il les a serré la main et ça les a beaucoup touchés parce qu'il les a serré la main. Elle a dit bienvenue en France. Et à partir de ce moment-là, elle a été très remplie, très comblée, c'est ce qui venait de se passer. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à s'intéresser beaucoup plus pour cette patrie qui l'a accueillie. Il a commencé à se renseigner sur la Marseillaise, sur les différentes fêtes nationaux et les différentes habitudes du pays, à s'impliquer un peu plus. Là, une des associations avec lesquelles elle fait un cours de français, en fait, elle fait elle suit plusieurs, et plusieurs écoles pour apprendre le français. Une de ces écoles l'a proposé de participer à des groupes de lecture pour les enfants et les jeunes. Donc là, elle participe à cette association pour aller lire des histoires en espagnol à, à ces jeunes. Donc, ils assument désormais elle a démarré une nouvelle étape d'intégration dans les pays qui les a accueillis. Vas-y, Marie-Michel. Je remets une couche. Est-ce que par hasard, il pourrait venir en vacances avec nous parce qu'il donne très envie qu'on les connaisse? La Marie-Michel los está invitando a las vacaciones del movimiento porque tienen ganas de conocerlos. Ok, gracias, merci. Elle dit que volontiers. On a encore quelques minutes, si une ou deux questions des uns ou des autres. Jean-François, si tu as des questions dans le lien avec des pays, de ceux qui quittent leur pays. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, j'ai une question peut-être un peu trop géopolitique, même si ce n'était pas le thème de la soirée, mais je voudrais comprendre un peu ce changement violent qui a eu lieu. Quelles sont un peu les conséquences pour la population? Parce que c'est un changement qui était peut-être voulu, mais qui a été imposé par l'extérieur. Et je voudrais comprendre si ça unit plutôt la société ou si au contraire c'est un autre élément qui va créer la division parmi les gens. Merci. Okay. Él pregunta siempre en la línea de las consecuencias de lo que pasó en enero en el país, sobre la gente que se quedó allá, es que lo que sucedió en enero, que fue algo impuesto desde afuera, es una cuestión que consigue unir a la gente
o es una cuestión que divide a la gente que se quedó allá dentro del país? No, Sí, sí, ya. Dale. no, más bien eso consiguió la unión De la mayoría. de la mayoría de las personas. em, Y le dio una nueva esperanza. y le dio como un empuje a esa esperanza que tienen o que tenemos, porque ahí todavía nos seguimos involucrando los que estamos fuera. Eh, y digo los que estamos fuera porque los que estamos fuera también estamos sufriendo, vamos a decir así, desde lejos, Por lo que sufren nuestros. lo que está pasando en nuestro país. Entonces, ha unido más y como lo dije anteriormente, existen más sonrisas, tenues, pero existen más sonrisas, gente que está trabajando más, se dedica más a su trabajo, los muchachos se dedican más a sus estudios. Bueno, tanto así, había problemas de gasolina. Y ahorita el problema, no hay tanto problema de gasolina. Volvió a Nosotros durábamos hasta 3 días haciendo la cola de gasolina. Ya ahorita ya se está relativamente normalizando y hasta los maestros están yendo todos los días al colegio, que antes no iban, iban 2 o 3 veces a la semana. No había transporte. No había transporte y entonces ellos se sienten con más ánimo de darle clase a sus muchachos y los niños tienen ánimos de ir a sus escuelas. O sea, existe más unión, existe más cohesión entre los venezolanos. Ok. Décidément, il y a plus d'union de la majorité des personnes. Ce qui s'est passé en janvier, c'était quelque chose qui a donné comme de l'impulsion à toute l'espérance que la population elle avait. C'était un événement qui a créé surtout de l'union aussi entre ceux qui sont dehors, ceux qui sont à l'intérieur, parce elle s'inclut dans les gens qui ont aussi d'espérance pour que les choses changent, pour la renaissance du pays. Parce que ceux qui sont dehors, ils souffrent de la douleur et de de ceux qui vivent, les personnes qui restent. Mais en complément, en complément du message précédent, elle a dit effectivement les gens qui restent là-bas, ils continuent avec une sourire qui s'est légère. Mais en fait, ça s'est traduit concrètement sur les personnes qui travaillent, ils travaillent plus désormais. Ils travaillent mieux. Il y a plus des élèves qui participent, qui vont à l'école. Les maîtresses, il y a moins d'absence à l'école. Euh, Eux, quand ils étaient là-bas dans les pays, ils pouvaient passer jusqu'à 3 jours pour pouvoir remplir leur réservoir d'essence. Là, désormais, mon père il dit que ça s'est relativement normalisé. Donc, probablement, il y a de la queue, de l'attente, mais ça n'arrive pas à 3 jours, ça peut arriver à quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas. Euh, En tout cas, l'histoire, pour pouvoir arriver à avoir de l'essence dans un rythme plus fréquent, plus normal, ça veut dire qu'il y a toute une industrie qui s'est remise en route. Donc, globalement, il y a beaucoup plus d'enthousiasme pour les gens travailler. Les gens, ils sont plus enthousiastes pour travailler et pour sortir ensemble de l'endroit où ils l'ont mis, si je me permets. En 2 mots, il y a une impression maintenant d'avoir un avenir, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, est-ce que, bon, pour vous, vous avez répondu sur le fait de revenir, donc pour vous de ne pas revenir au Venezuela, mais pour beaucoup d'autres qui sont partis et qui n'ont pas de statut dans les pays où ils ont été accueillis, ceux aussi qui sont restés en Amérique du Sud, est-ce qu'il commence à y avoir un mouvement de retour
déjà, ou est-ce qu'on sent un frémissement vers un retour, ou est-ce que c'est trop tôt pour voir déjà des mouvements de population? Para los que se quedaron ok, para ustedes es claro que por el tipo de estatus que tienen, ustedes no pueden regresar, pero para los otros que están afuera, sobre todo los que están más cerca del país en América Latina, es que ya se comienza a observar un regreso de la gente o se comienza a vislumbrar que la gente tiene ganas de regresar al país o o es todavía temprano para hablar de eso. Sí, se está vislumbrando precisamente, actualmente no regresan por la situación que todavía no está tan, Tan vigilada, Sí, tan tan controlada. vigilada, ¿no? tan- La situación que está tan vigilada, tan controlada. Pero sí hemos hablado, nosotros tenemos amigos fuera, en Chile, en Perú, en Argentina, México, hasta en México, y amigos que de la industria que están en Estados Unidos, que ellos dicen que cuando esto salga, ellos están en la disponibilidad de regresar a Venezuela y de poner a producir la industria. Otros dicen que sí, que ellos ya regresan, que, que solamente estaban allí era por esa situación política. Pero sí, muchos nos han comentado a nosotros. Yo tengo estudiantes de la universidad, a los que les di clase, que todavía mantengo contacto con ellos. Y, y sí, ellos nos dicen, no, profe, nosotros estamos jóvenes, podemos seguir echándole para adelante a Venezuela. Entonces, sí, Sí, regresa. con el nombre de Dios va a regresar y Venezuela va a seguir siendo linda y bella. Et effectivement, elle dit que oui, on commence pas forcément à avoir des gens qui arrivent tout de suite, mais avec les gens ils arrivent à parler, ils ont plusieurs pays, Chili, Pérou, Mexique, aux États-Unis, des gens qui sont soit dans l'industrie du pétrole, soit dehors. Ils ont beaucoup de disponibilité à retourner. Ceux qui sont dans l'industrie pour retourner et relancer l'industrie du pétrole. Il y a plusieurs qui les écrivent qu'ils étaient dehors à cause de la situation politique du pays. Les étudiants, on n'en a pas trop parlé, mais ma mère, les dernières années, elle était prof dans une université là-bas. Donc, elle a beaucoup des anciens élèves qui sont désormais partout dans le monde. Et ces anciens élèves, ils le disent, on est jeune, on a envie de retourner pour continuer à travailler pour les pays, à le faire sortir d'où il est. Dijiste una frase al final que se me olvidó, Jesús. Barcelona, Venezuela. Que una Venezuela linda y bella. Ah, sí, exactamente. Pour créer, pour reconstruire une Venezuela linda y bella. Ah, jolie et belle. De nivel, de nivel. Ça me semble une belle phrase pour terminer notre rencontre. Donc, on peut retenir que donc certains veulent retourner au Venezuela pour faire un pays beau et que vous, de votre côté, vous êtes en train de travailler franchement le français pour vivre une belle vie ici en France. Donc, ça me fait penser que quels que soient les événements de la vie qui sont par moments assez inimaginables, personne souhaite vivre des moments difficiles qui conduisent à partir, mais en fait, l'homme est fait de telle sorte que son espérance ne s'arrête pas pour ceux qui resteront à l'étranger comme pour ceux qui retourneront. Donc, je trouve que, moi, ça m'a touchée parce qu'on imagine difficilement la difficulté des uns ou des autres dans les itinéraires de vie, dans les itinéraires géopolitiques.
Et puis on voit qu'au milieu, l'homme continue à pouvoir être droit et espérer. Ok, ella dice que ustedes, bueno, de su lado están trabajando para construir su vida aquí en Francia. Definitivamente nadie quiere que las personas vivan estas situaciones difíciles, pero el hombre está hecho de un modo tal que su esperanza no se destruye a pesar de las dificultades. Merci à tout le monde et merci au traducteur pour pour ce nouveau métier que tu as découvert, Louis. Merci. No. Et merci à vous d'avoir témoigné de votre histoire, de votre vie et bonne suite en France.